Bah oui, Pardon, c'est toi désolée, qui messieurs. drive, c'est toi qui drive tout ça. Je vois plein de visages familiers, c'est cool. Enfin, de pseudos en réalité. Il y a un visage familier, des pseudos que je connais. On est censé être combien en tout? On a une idée? Bah écoute, sur Meetup, il y avait une centaine d'inscrits. Après, je pense que dans la réalité, ça fait peut-être une cinquantaine de participants le jour J. Et on n'est que des femmes, hein? Non. Trop top. Et Ah, bon. bah non. Non, mais il y a beaucoup de femmes, c'est Il a rare. répondu à la question. Dans les meet-up, on parle de dev ou autre, souvent c'est évidemment très représentatif et donc très masculin. Donc là, c'est oui, c'est que des femmes. Bah, franchement, moi, je trouve ça vraiment trop cool parce que pour avoir discuté avec beaucoup de personnes de la tech ces derniers mois, franchement, j'ai dû parler à 3 femmes. Donc, je suis très, très contente de voir des femmes qui participent ce soir. On est là. Après, je tiens à dire pas beaucoup, mais on est là, que je pense. je tiens à dire quand même que pour avoir travaillé en finance, le milieu de la tech est très bienveillant et très accueillant Oui, ça je pour les confirme. femmes. Il n'y en a pas beaucoup, mais on y est très bien. Ouais, c'est sûr. Donc, elles vont venir dès qu'elles sauront à quel point les devs masculins sont gentils, bienveillants et accueillants. Elles viendront. Alors, 18h01. Bon, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Alors, je ne sais pas si j'ai pas un bouton pour accepter automatiquement, peut-être. C'est bon, Claire, je m'en occupe. Ah, super. Merci, Raph. Parce que ça fait que biper chez moi. Ouais, moi aussi, mais on peut pas faire autrement. Mais j'ai un truc pour auto-accepter les gens, donc il n'y a pas de problème. Ah, ok, trop cool. Merci, Raphaël. Trop sympa. Alors, je vais commencer rapidement par me présenter et présenter Modulo Academy et Modulo Tech. Et puis après, Alison prendra la parole parce que c'est plutôt l'idée, c'est que ce soit elle qui nous raconte son expérience. Donc, Modulo Academy, c'est un organisme de formation qu'on a créé avec Thibaut et Raphaël qui est dans le public. Qui est un organisme de formation dédié pour les développeurs. On propose des modules courts pour monter en compétences rapidement sur certaines technos. Donc, typiquement, là, ce qui marche bien en ce moment, c'est TypeScript. Donc, on fait pas mal de formations. Et puis, à côté de ça, on a monté Modulo Tech, donc, qui gère le réseau Modulo, qui est un réseau de développeurs juniors. Et l'idée, c'est de poser un cadre de travail pour les développeurs juniors avant qu'ils puissent trouver un emploi. Donc, en gros, c'est à la sortie d'école. Comment on fait pour mettre en place une routine de travail et pour plus facilement trouver un emploi derrière, sachant que nous, notre objectif, c'est d'accompagner les développeurs dans leur montée en compétences et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un emploi. Donc, tout ça, on met ça en place de manière à ce que le développeur reste assez autonome, c'est-à-dire qu'on propose un parcours d'auto-formation, on va pousser des ressources utiles, on va pointer, nous on a fait le tri, on va les orienter sur des ressources utiles pour qu'ils puissent monter en compétence sur leur stack ou sur d'autres langages qu'ils ne maîtrisent pas forcément. On va organiser un projet perso qu'on va superviser, c'est-à-dire que toutes les semaines, en fait, on va faire une correction, on propose des features et toutes les semaines, on fait une correction. Donc, au-delà d'être une simple communauté, on a vraiment vocation à être un groupe de travail parce que moi-même, étant développeuse junior, en fait, je trouve que ça manquait vraiment d'avoir une structure, un cadre de travail pour pouvoir évoluer efficacement. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec le réseau Modulo et c'est assez chouette parce qu'on a créé le réseau il y a une dizaine de jours maintenant. Il y a déjà pas mal d'inscrits, il y a une bonne dynamique et les devs juniors sont hyper motivés pour apprendre et monter en compétenence avant leur prise de poste. Donc voilà, ce réseau est assez chouette. Et donc toutes les semaines, on organise des ateliers avec des experts tech pour se familiariser avec le monde du travail, pour que ces experts puissent vous partager leurs expériences et qu'on se rapproche un petit peu du monde du travail, avoir un peu un aperçu de ce qui se passe, comment on arrive à trouver son premier job, c'est notamment le sujet de ce soir, et après, qu'est-ce qui s'y passe une fois qu'on est en poste.
Voilà pour moi. Je vais te laisser la parole, Alissa. Donc, si tu peux simplement commencer par te présenter et puis nous raconter un petit peu tes débuts en tant que développeuse. Ok, bah du coup, déjà merci beaucoup pour l'invite parce que c'est super cool. Moi, je suis hyper fan de ce que vous proposez. Ça, c'est juste une parenthèse, hein. Je n'ai pas de part et je touche pas un pourcentage, hein, sur ce que je dis. Mais franchement, j'aime beaucoup l'idée de ce que vous faites et je pense que vous êtes vraiment à l'endroit qu'il faut et vous répondez à quelque chose qui manque vraiment après la formation. Donc franchement, déjà bravo pour ce que vous faites. C'est cool, même si c'est que le début, mais je pense que vous méritez que ça marche bien. Pour ma part, bah, je m'appelle Alison. C'est pas trop un scoop. J'ai 32 ans. Et je suis actuellement software engineer chez Swile. C'est un mot un peu barbare pour dire que je suis dev en fait chez Swile. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis issue d'une reconversion. En fait, j'étais pas du tout prédestinée à faire du dev. J'avais personne de ma famille ni dans la tech, ni dans l'ingénierie, ni dans l'informatique. Et moi, j'ai fait un bac littéraire option théâtre. Et à 17 ans, je voulais sauver le monde. Et donc, je voulais devenir éducatrice spécialisée. Donc vraiment, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et bon, la vie a fait que j'ai fait plein de choses dans ma vie et j'ai notamment travaillé 8 ans dans le milieu du médical. J'ai fait un job surtout administratif. Donc, j'avais de l'informatique tous les jours avec moi, mais pas comme aujourd'hui. Et puis, j'avais un informaticien au boulot qui me disait toujours, vous êtes à l'aise avec la machine et tout, ça change. Et si un jour vous voulez changer de métier, pensez à l'informatique parce que ça manque de femmes. Et cet informaticien trouvait ça dommage. Il me dit ça pendant des années, et puis moi, au bout de 8 ans dans cette entreprise-là, je décide de changer de vie parce que burn-out, dépression, enfin bref, c'était pas hyper gai, mais ça m'amène à ce que je fais aujourd'hui, donc c'est quand même positif. Je décide de changer et en fait, je tombe sur un reportage télé qui présente la Wildcat School. Je suis avec mon chéri, on regarde le 1245 de M6 et je lui dis, oh là là, regarde, ça a l'air trop bien et tout, c'est un métier d'avenir, ça, tu devrais trop faire ça. Et il se tourne vers moi, il me dit, bah toi, tu devrais faire ça. J'ai rigolé et 3 ans plus tard, je suis développeuse. Voilà, c'est un petit peu l'histoire pour vous dire que les choses tiennent à pas grand-chose, justement. Et en fait, j'ai simplement arrêté de rigoler à un moment donné. Et puis je me suis dit, attends, c'est vrai, après tout, pourquoi je ne ferais pas ça? J'ai essayé de trouver des bonnes raisons de ne pas le faire. Et en réalité, à part la trouille, j'ai pas trouvé de bonnes raisons de ne pas essayer. Donc j'ai tenté ma chance. Et il se trouve que ça a été en fait une vraie découverte, un vrai coup de cœur pour le dev. Alors évidemment, vous avez tous connu ce moment où vous découvrez le HTML, vous faites des boutons, vous croyez que vous êtes le maître du monde. Et puis que vous allez refaire la planète, puis après vous rentrez en formation et il se passe un petit truc, la petite tape derrière la tête qui vous dit en fait c'était pas si simple. Donc effectivement, moi je rentre en formation et comme beaucoup d'entre vous, je vais me rendre compte que eh bien, le HTML et le CSS, c'est quand même super facile et qu'il y avait tout un côté qu'on n'avait pas vu. Donc c'est là où on rentre un peu dans le dur. Et ça va être une formation qui va être très dure parce qu'en fait, moi, je n'étais pas prête à ce que j'allais rencontrer. J'ai fait du JS principalement, donc du React et du Node. Et c'est 5 mois de formation, évidemment très intense. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait un bootcamp. Donc, on n'a plus beaucoup de vie. Alors, il se trouve que moi, j'ai eu la chance de faire la formation avec mon chéri. Donc, on pouvait s'entraider et puis personne ne criait sur l'autre parce qu'il bossait trop tard, vu qu'on bossait trop tard tous les deux. Et ça, c'était quand même assez cool. Et au final, arrive la fin de la formation. Et là, il faut transformer l'essai. Il faut décider de ce qu'on fait. Donc, moi, pour le stage, parce qu'en fait, je ne me sens pas capable de faire un CDI tout de suite. Et puis aussi parce que j'en trouve pas. Donc, naturellement, le stage s'est un peu imposé de lui-même. Et là, je pense que je vais faire toutes les erreurs possibles dans ma recherche. En tout cas, je vais faire tous les trucs qui ne vont pas marcher. Jusqu'à finir par trouver un stage au bout de 3 mois de recherche. Donc, c'est pas énorme en réalité par rapport à aujourd'hui et la galère que certains rencontrent. Mais en 2018, ça prenait quand même un peu de temps. Et j'étais la dernière de ma promo. Donc, ça me posait en plus des questions en mode « Ouais, je suis trop nulle. Voilà, ils ont tous trouvé. Toi, tu sers à rien, tu trouves pas. » Vous savez comme on peut être hyper bienveillant avec soi-même. Et du coup, en fait, j'ai quand même trouvé. Et j'ai fait un stage que j'ai quitté au bout de 48 heures. Parce que j'ai compris que ça ne me convenait pas, puisque je n'avais aucun accompagnement. Et que moi, je considère que les premiers jours sont censés être les plus faciles. On est censé t'expliquer des choses, te montrer des choses. Et là, les gars, Non, j'ai amené mon PC en plus. Ils m'ont donné un repo Git. Et voilà.
Et là, ça a été la panique. Sur le moment, j'ai pas compris que je manquais d'accompagnement. J'ai juste pensé que j'étais pas faite pour ça et que j'avais fait une grosse erreur. Donc, je suis même partie en pleurant le lendemain, hein, le deuxième jour, quand j'ai dit que j'arrêtais, je suis partie. J'étais au téléphone avec mon chéri, je disais, mais voilà, je me suis trompée, j'ai dépensé toutes mes économies, j'ai quitté mon CDI pour faire ça, mais en fait, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Et puis, je me dis que j'ai pas dépensé tout cet argent et cette énergie pour ne rien faire. Donc, je vais quand même décider de continuer à chercher, mais cette fois-ci, ma recherche, elle va être complètement différente. Déjà parce que je suis dépitée, j'ai plus d'énergie et j'ai plus rien à vendre puisque j'ai perdu totalement confiance en moi. Et donc, en fait, je vais être moi-même et je vais faire ma recherche avec des entretiens où je suis juste moi-même, comme vous me voyez là aujourd'hui. Et en fait, je vais faire 2 entretiens et je vais avoir 2 offres. Une de la SAFT, donc grand groupe qui appartient à Total, où là on me propose un stage en autonomie pour déployer un outil interne avec le CDI à la fin, enfin tout le package. Et de l'autre côté, j'ai une petite start-up à Bordeaux qui débute, qui n'a pas d'argent, qui me dit bah, on prend 4 mois, mais il y a des chances on va rien te promettre parce qu'il y a peu de chances qu'on ait de l'argent. Évidemment, je choisis la start-up puisque je suis un peu tarée et que moi, je fonctionne à l'instinct et à la passion. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'avais un objectif, c'était d'être accompagnée. À la SAFT, j'étais seule. Chez Elia, la start-up, j'avais un CTO qui était plus jeune que moi, qui avait 23 ans et qui avait une soif d'apprendre et de transmettre, qui était incroyable. Il m'a même proposé de me donner des cours avant même que le stage commence. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est chez eux que j'irais. Parce que c'est ce que je voulais. Je m'en fichais d'être payée, je m'en fichais des promesses. Moi, je voulais monter en compétences. Et donc, je suis allée dans cette start-up et j'ai fait 6 mois de stage là-bas. J'ai co-construit une application de gestion immobilière. Il y avait tout à faire de zéro. Hein. C'était un truc qui n'était pas commercialisé. Donc, ça nous donne un peu un sentiment de... On a peur un espion infiltré parce qu'on fait des trucs que les gens ne savent pas encore et tout. Et donc, c'est hyper intéressant. Puis, je bossais avec les fondateurs. Donc, je voyais la partie marketing, je voyais la partie finance, je voyais la partie UX. Donc, j'ai pu vraiment apprendre comment on construit un projet en réalité, un projet numérique. Et c'est pas si simple qu'on le croit, même si tout repose sur nous en réalité. En tant que dev, on a une grosse responsabilité. Mais derrière, tu peux faire un super produit. S'il n'est pas bien vendu, ça servira à rien. Et donc, du coup, moi, j'ai la chance je travaille en binôme avec ce CTO. Il me fait des sessions de tableau blanc. Il répond à tous mes pourquoi, mes comment et parce que. Donc, j'ai une expérience qui est juste incroyable. Je mesure la chance que j'ai, je la mesure encore aujourd'hui d'avoir eu un mentor pareil. Au bout de 6 mois, ils n'ont pas d'argent. Donc, c'était ce qui était prévu au départ, mais ils ne veulent pas me laisser partir. Donc, on me propose de faire du freelance pour eux. Et comme j'aime bien faire les choses à l'envers, normalement, tu crées ta boîte et ensuite tu cherches des clients. Moi, j'avais des clients, mais je n'avais pas de boîte. Donc, j'ai créé ma boîte. Voilà. C'est vraiment, moi, je fonctionne vraiment comme ça dans la vie pour tout. Je considère que rien n'est grave. On fait que des choix et il suffit juste, entre guillemets, de les assumer après. Donc, j'ai fait ce choix en me disant, OK, j'ai un client pour quelques mois, prenons ça. Moi, je pouvais continuer à bosser sur ce projet, bosser avec ce mentor qui était ouf. Évidemment, j'y vais. Donc, je fais ça pendant 6 mois de plus. Et ça nous amène donc à un an. Ça fait 1 an que je suis dans cette start-up au final. Et au bout d'1 an, ils me disent, écoute, Alison, on n'a pas plus d'argent, mais on veut quand même toujours pas te laisser partir. Tu t'es tellement investi sur le projet, etc. Est-ce que tu veux rentrer au capital de la boîte et devenir associé? J'ai dit oui. Et donc, du coup, mon tuteur de stage est devenu mon associé, ce qui était très bizarre au début. Parce que ça fait un peu bizarre, puis il est beaucoup plus jeune que moi, donc il y avait un côté un petit peu, parfois je me sentais bien plus jeune que lui. Et je m'associe, mais encore une fois, on n'a pas d'argent, donc je sais que je vais bosser 6 mois, entre guillemets, gratos. Alors j'ai à ce moment-là un truc magnifique qu'on a en France qui s'appelle le chômage, et qui va me permettre de pouvoir, pendant 6 mois encore, continuer à bosser sur ce projet qui me passionne, sur lequel j'apprends. Et je sais que cette expérience, si je ne suis pas payée aujourd'hui, ce que je suis en train d'apprendre vaut tous les salaires possibles et je sais qu'un jour ou l'autre, ça, je le monnayerai et ça aura de la valeur. Donc, et en plus, c'était cohérent avec mes objectifs. Comme dit Alex, effectivement, moi, au début, l'expérience, elle était plus forte que d'avoir de l'argent. Ce n'était pas du tout mon objectif. Donc, ça me convient. Mais à un moment donné, je me reconvertis en 2018. On est en 2020. Il y a 2 ans, le chômage, ça arrive à la fin. Donc, il était prévu que moi, fin 2020, je parte chercher autre chose si on n'avait pas l'argent pour se payer. Et c'était le cas. On n'avait pas d'argent. Donc, je suis partie chercher un autre job. Et là, j'ai atterri dans une PME qui s'appelle IDsoft, toujours à Bordeaux. PME de 25 personnes. Ça fait 20 ans qu'ils développent des logiciels dans la finance. Donc,
Ok, je suis toute seule sur un projet. Bon, ok, c'est plus une start-up. Bon, ok, je tente en fait. En réalité, j'ai rien à perdre. Et surtout à ce moment-là, j'ai besoin de thunes. Disons les choses telles qu'elles sont. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer mes factures, donc je prends ce qui vient. Et je me dis, au pire des cas, ça va me faire du bien et ça va au moins m'apporter le support financier dont j'ai besoin. Et au bout de quelques mois, je me rends compte très très vite, cette boîte où je bosse toute seule et où c'est un peu plan-plan. Alors, je dis plan-plan, mais c'est pas péjoratif, attention. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient ce rythme-là. Moi, je m'ennuyais un peu, j'étais un peu en train de m'éteindre parce que voilà, je dev mon projet, ok, je ramasse beaucoup mes dents parce que je suis toute seule, j'ai personne avec qui échanger, donc c'est un peu triste. Je fais même appel à mon mentor de chez Elia. Il y a des soirs où je l'appelle et je dis tu peux m'aider sur une tâche parce que je suis bloquée, donc je continue à avoir cette chance qui m'accompagne. Et puis, au bout de 9 mois, je pars. 9 mois, le temps de faire un bébé, en plus c'était drôle, le temps de maturer, de grandir, et je décide de démissionner. Entre-temps, évidemment, j'ai cherché autre chose, je ne vous cache pas que je ne suis pas partie comme ça, la fleur au fusil. Je suis un peu tarée, mais pas non plus suicidaire, et du coup, j'avais trouvé autre chose. Une boîte dans laquelle je suis rentrée au mois d'août et que j'ai quittée au bout de 24 heures. Oui, j'étais devenue une serial démissionneuse, je ne le savais pas. Mais en fait, je suis restée que 24 heures parce qu'en fait, entre-temps, j'ai eu une entreprise qui est venue me chercher. Plus précisément, quelqu'un de mon réseau LinkedIn, pour vous dire que LinkedIn, c'est hyper important, qui est venu me voir, quelqu'un que je suivais depuis longtemps, que j'estimais beaucoup, qui est venu me voir, qui m'a dit, voilà, j'ai rejoint une équipe de telle entreprise. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Moi, je ne crois pas au hasard dans la vie. Donc, je me suis dit, tiens, si elle arrive maintenant... c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, la boîte est belle, l'équipe est belle, le projet est beau. Je me dis, vas-y, ça ne te coûte rien de faire le process. Donc, je fais le process très vite, en quelques jours, avant même de rentrer dans la boîte où j'avais signé à l'époque. Et en fait, la proposition qu'on me fait, elle n'est pas refusable. C'est-à-dire que j'obtiens des conditions que j'aurais jamais cru pouvoir obtenir avec le niveau que j'avais. Et je me dis, si je ne vais pas là, je vais regretter, c'est sûr. C'est obligé, je vais m'en mordre les doigts, même si ça se passe... bien ou pas bien, je regretterais de ne pas y être allée. Donc, je quitte en 24 heures. J'envoie un mail à mon patron. Je ne vous cache pas que ça ne s'est pas bien passé. Ça n'a pas été bien perçu. Je peux le comprendre. Maintenant, moi, j'ai voulu être honnête et pas faire traîner ça pendant des semaines. Et donc, j'ai rejoint une nouvelle boîte qui s'appelle Germinal. Peut-être que certains connaissent un petit peu, au moins sur LinkedIn. Et je rejoins cette équipe où je suis mise sur un projet top secret que personne ne connaît et tout, donc il ne faut pas parler, c'est trop bien. Et puis au bout d'un mois, on me dit, il n'y a pas d'argent en fait, il n'y a plus d'argent, le projet tombe à l'eau, au revoir toute l'équipe technique, bon vent, vous êtes virés. Attendez, moi j'ai démissionné pour vous en 24 heures, je me suis fait pourrir et tout, et vous me dites que là j'ai 15 jours pour retrouver un taf, parce que j'ai 15 jours de préavis, et surtout j'ai démissionné, donc j'ai pas droit au chômage, donc j'ai 15 jours pour trouver un taf, sinon je me retrouve avec 0 €. Compliqué, donc je leur demande déjà de repousser et de me laisser un mois au moins. Et en fait, on me prévient le mercredi soir, je me laisse 4 jours pour déprimer, être en colère, pleurer, tout ce que je veux. Et je me dis, à partir de lundi, Alison, on y va, tu te reprends et on va essayer de se sortir de là, parce qu'il n'y a pas de raison. Et le premier entretien que je passe ce lundi-là, c'est l'entretien avec Swile. Et en fait, pendant 12 jours, je vais passer 28 entretiens. C'est évidemment quelque chose que je ne vous conseille clairement pas. C'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Mais à ce moment-là, moi, c'est la panique. Il faut que j'y arrive, il faut que je trouve quelque chose parce que je ne veux pas me retrouver sans rien, c'est pas possible. Donc, oui, je vous jure, 28, j'ai un tableau. Je les ai pas retenus de tête, mais j'avais un tableau où je checkais tous mes entretiens. Et je vous jure, j'ai compté 3 fois tellement je me suis dit, attends, mais comment je les ai calés 28 en 12 jours, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais ça m'a obligée à faire des choix. Et au final, j'ai commencé par Swile et j'ai terminé chez Swile, puisqu'en fait, des fois, il en suffit d'un en réalité, et il se trouve que c'était le premier que j'ai entamé. Et en fait, d'en avoir fait autant, ça m'a aussi permis de comparer et de voir très vite que c'était vraiment Swile qui me correspondait parmi tous ceux que j'ai rencontrés. J'ai pas fait 28 tests techniques, non, et j'ai pas fait tous les process. J'ai fait 28 entretiens. Sur les 28, j'ai dû rencontrer peut-être 20 ou 25 entreprises différentes. Et il y en a certains avec qui j'ai fait jusqu'à 2 ou 3 entretiens, entre les entretiens RH, techniques et les autres. Typiquement, chez Swile, il y en avait déjà 5. Donc voilà. Et au final, ça fait maintenant bientôt 4 mois que je suis chez Swile.
et j'ai aucun regret, évidemment. Et je suis très contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait. En fait, je vous raconte tout ça, pas seulement, je veux pas, je sais pas pour me vanter n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment de vous dire, des fois, on regarde que la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est je suis chez Swile, et souvent dans le milieu, quand je dis ça, j'ai parfois des réactions de gens qui me disent « Oh là là, t'es chez Swile et tout, j'aimerais bien bosser là-bas un jour, machin, mais je me sens pas capable, machin. » Et en réalité, je veux juste vous montrer qu'avant que j'arrive là, en réalité, si on fait le compte, j'ai changé 4 fois d'entreprise en moins de 3 ans. C'était pas facile, c'était même difficile, parce que j'ai dû recommencer à zéro à chaque fois. À chaque fois, le syndrome de l'imposteur qui revenait en mode « t'es nul, tu sers à rien, tu n'y arriveras pas ». Et à chaque fois, et même au bout d'un certain nombre d'années, ça fait toujours ça. Mais par contre, j'avais des objectifs qui étaient très clairs. Le premier, c'était jouer de l'accompagnement, et donc c'est pour ça que je suis partie de mon stage. Le deuxième, je suis partie parce que j'avais besoin d'argent, donc j'ai rejoint IDsoft. Ensuite, j'avais besoin de retrouver une équipe et d'avoir plus d'argent, donc j'ai rejoint l'entreprise dont on taira le nom parce qu'ils n'étaient pas gentils. Et ce qui m'a amenée à Germinal, parce que Germinal, avec eux, j'avais l'équipe, l'argent et des conditions de travail ouf. Et quand je suis partie chez Germinal, j'ai voulu remplir tous mes objectifs qui étaient d'avoir une équipe, d'être bien payée, d'avoir des conditions de travail et un super projet. Donc aujourd'hui, moi, j'ai coché tous mes objectifs, mais ça m'a pris plusieurs années et plusieurs expériences pour y arriver. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas être peut-être trop gourmand au début. Je pense que c'est important de définir ses objectifs et de savoir qu'est-ce que vous voulez en premier. Et ça va vous aider pour toute votre recherche après et pour faire vos choix et pour sélectionner aussi les entreprises. Donc ça, c'est une chose qui est très importante et que je tenais vraiment à placer. Parce que quand on est en recherche, souvent, on croit on doit rentrer dans des cases et on doit plaire à tout le monde. Et en fait, quand on vous dit non, souvent, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour qu'ils me disent oui? Et en fait, vous vous dites jamais que peut-être ce n'était pas la bonne entreprise pour vous. Peut-être qu'elle ne vous correspondait pas. Peut-être que ce n'était pas votre place là-bas. Et en fait, si vous cherchez et si vous êtes dans un objectif de recherche d'une entreprise, vous verrez que d'un coup, les refus, ce ne sera pas « j'ai pas été à la hauteur », mais ça aura juste été « ok, ce n'était pas ma place et du coup… je vais trouver le bon endroit. » Mais effectivement, on n'a pas tout le temps ce genre de morale et parfois, on déprime et on se dit qu'on va tout arrêter. Ça fait partie du métier, je crois. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas être seul. C'est très important de s'entourer à travers. Il y a plein de communautés qui existent aujourd'hui. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi vous créer du réseau. Et du coup, c'est très utile de pouvoir aller voir des gens en disant « là, les gars, ça ne va pas. Aidez-moi » et d'avoir quelqu'un qui vous dit « ok, ça va aller, prends le temps, etc. » C'est hyper utile. Moi, ça m'a énormément aidé. Donc, je peux que vous conseiller de vous créer un réseau et de trouver des communautés qui vous correspondent. Et moi, j'étais en train de penser, quand tu parlais de tes 28 entretiens, je trouve que c'est déjà pas mal, tu vois, que le CV d'une personne qui soit relativement junior, en sortie de bootcamp, finalement, en fait, tu arrives à passer le screening, tu vois, des CV. Je trouve que c'est quand même un signal intéressant, même si l'issue est assez incertaine derrière, mais au moins, tu passes le premier screening. Oui, tout à fait. Puis en fait, ce qui s'est passé, il y a une vraie réalité. Aujourd'hui, pour ces entretiens-là, je n'ai démarché personne. C'est peut-être ça le pire, le plus fou dans l'histoire, c'est que tout le monde est venu à moi. Ce qui s'est passé, c'est que chez Germinal, je pense qu'ils ont un peu culpabilisé de nous avoir fait ça. Donc, ils ont aussi posté qu'ils avaient une équipe tech sous la main dans des job boards et aussi des Slack de recruteurs et tout. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une espèce de truc sous-marin. Au-delà des offres, c'est carrément des réseaux de recruteurs qui, entre eux, ou même des réseaux de CEO, peut-être que vous les connaissez, Claire, mais des réseaux de CEO et qui vont s'échanger du coup des personnes ou des profils. Et ça, je ne le savais pas du tout. Et en fait, j'appelle ça l'autre côté du miroir parce que moi, j'avais accès à des boîtes comme… Il n'y a pas de sous-boîte, mais IDsoft, par exemple, petite PME bordelaise, je rencontrais un petit peu que des boîtes dans ce genre-là, ou des petites startups qui débutaient sur Bordeaux et tout. Et je me disais, mais comment on accède aux grosses licornes, les Doctolib, Alan et tout, comment on y va? En fait, ils sont venus me chercher. Moi, j'étais en process avec Alan, Doctolib, Ledger, je ne sais plus la liste entière, mais je les ai rencontrés, ces licornes-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je les ai rencontrés parce que quelqu'un a parlé de moi, a transmis mon CV, ou ils m'ont chassé sur LinkedIn. Et donc, c'est là où on se rend compte que, oui, on passe, mais on passe aussi parce qu'ils viennent nous chercher. Et la vérité, c'est que j'avais déjà quasi 3 ans d'expérience. Et il y a un cap qui se passe aux 2 ans, quasiment. Je dirais que c'est à 2 ans.
où ça s'est un peu accéléré aussi pour moi et où j'ai eu de moins en moins de mal à trouver, parce que même avec Elia, au bout d'1 an d'expérience où j'avais quand même... Chez Elia, je bossais 70 heures par semaine. Alors, c'était mon choix, hein, personne ne me l'imposait. Mais j'avais envie de travailler, donc je travaillais beaucoup. Donc, en fait, les 1 an que j'ai fait sont plus qu'1 an, parce qu'en fait, si tu rapportes ça à 35 heures semaine, j'ai fait bien plus que ça sur 1 an. Et en réalité, ça ne marchait pas beaucoup plus. Hein. J'ai été presque étonnée et déçue qu'au bout d'1 an, on me sorte encore les mêmes arguments et qu'on me reproche encore d'être junior. Ça, c'est un autre sujet qu'on aime bien reprocher aux gens, le fait qu'ils soient juniors. Et ce qui est juste un peu fou, parce qu'en fait, junior, c'est pas un statut, c'est un niveau de compétence, et on est tous des développeurs en réalité. Mais c'est pas grave, ça c'est un autre sujet avec les boîtes. Mais effectivement, pour moi, ça a quand même marché, parce que j'ai quand même donné mon CV à ces boîtes-là. En réalité, elles sont venues me voir, mais j'ai donné mon CV, c'est quand même passé. Et donc, le fait de pouvoir rencontrer ces boîtes-là, bah, j'ai trouvé ça assez ouf, parce que j'aurais pas cru pouvoir y accéder. Soit ils n'auraient jamais postulé, je leur ai dit. Hein. Si vous n'étiez pas venus, moi, je ne tentais pas ma chance en pensant que je ne serais pas au niveau. Et en réalité, bah, ils ont tous aussi besoin de tous les niveaux, en fait. Il y en a qui vont avoir besoin de profils très seniors, médiocres, et d'autres, les profils qui ont un niveau junior, c'est OK aussi, en fait, parce que c'est hyper enrichissant pour les équipes. Et ils ont aussi du mal à recruter, parce qu'en fait, personne n'y va. Et il y en a qui prennent peur, qui n'osent même pas y aller, de peur d'échouer, en fait. Et du coup, bah, ils ont toujours les mêmes profils. Mais la plupart des offres, c'est souvent, tu vois, on te demande d'avoir 2 ou 3 ans d'expérience. Est-ce que dans ce cas-là, toi, tu recommandes d'envoyer quand même ton CV? Oui. Oui, je recommande à 100% parce qu'en fait, je pars du principe qu'aujourd'hui, si vous êtes un profil plutôt junior, on va pas se mentir, votre point fort, ce n'est clairement pas vos compétences. Je ne vais pas faire l'hypocrite avec vous, dans le sens où, à côté de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, évidemment qu'il aura plus de compétences. Par contre, vous, votre force, elle est dans votre conversion, elle est dans l'humain que vous êtes, et en fait, la différence que vous apportez. Parce que vous avez le parcours classique ingénieur, avec des profils qui se ressemblent un petit peu en réalité. Et nous, on arrive avec nos profils complètement loufoques, on n'a rien à voir avec le milieu de l'informatique, et on apporte une nouveauté, un œil neuf. Et en plus, si on s'est reconverti, bah, on a fait des efforts, des sacrifices, ça a été dur, on a été persévérant, patient, enfin bref, ça dénote de beaucoup de qualités humaines. Et en réalité, c'est vraiment là-dessus que vous ferez la différence. C'est pour ça que vous n'avez pas 0 chance. Et en fait, de toute façon, au pire des cas, ils vont se dire « Oh mince, elle a que 6 mois d'expérience, 1 an d'expérience, nous on en veut 3. » Bon, bah next, en fait, ils ne vont pas vous recontacter. Mais par contre, ils pourraient très bien regarder votre CV, votre LinkedIn et se dire « Ah, punaise, elle est junior et tout, mais elle a un truc quand même qui est hyper intéressant. » Je peux vous donner un exemple. Sur Will of Devs, j'avais postulé à une offre quand j'étais complètement désespérée avant de partir d'Elia. Une offre d'une boîte qui faisait du Ruby, je crois, à Grenoble. Donc, j'avais ni fait de Ruby, j'étais pas non plus à Grenoble. Et le mec m'a répondu en me disant nous, on recherche plutôt un profil confirmé, mais il y a quelque chose dans ta démarche et dans ton profil qui m'interpelle et qui me fait dire que les bonnes personnes au bon endroit, qui sont bien accompagnées, peuvent apprendre aussi vite que n'importe qui. Et donc, si tu es prête à déménager à Grenoble, moi, je veux bien t'embaucher. J'ai trouvé ce truc extraordinaire que le gars me dise ça, parce que je sais pas, j'ai jamais su ce qu'il avait perçu. Moi, j'ai fait mon profil sur Will of Devs et j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de particulier. Pour autant, lui, il a vu quelque chose que moi, je sais pas c'est quoi. Donc, j'ai pas le secret. Mais pour vous dire que voilà, votre personnalité, qui vous êtes, c'est ça qui fera la diff. Et c'est pour ça que moi, je vous pousse à être vous-même. Tous les gens que je peux accompagner, aider ou conseiller, je leur dis toujours, vous avez choisi un métier et un domaine, la tech et le dev, qui n'a rien à voir. C'est vraiment un monde à part, c'est presque une planète à part, qui a ses propres codes, ses propres pays, ses propres présidents même presque. Et il y a ses propres règles. Et il y a une règle, c'est d'être vous-même en fait en réalité. Si vous voulez attirer quelque chose qui vous ressemble, il n'y a qu'en étant vous-même que vous pouvez le faire. Et ceux qui ne veulent pas de vous, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous en fait. Vous n'avez pas à vous mettre dans des cases, etc. Vous n'avez pas fait tout ça pour vous contraindre encore, en fait. Enfin, je veux dire, vous faites une reconversion, vous faites un bootcamp, ou vous changez de vie, ou vous apprenez le dev. C'est pas suffisamment difficile de faire du dev pour en plus se rajouter des difficultés dans l'entreprise où on va être. Moi, je pense que ça vaut pas le coup du tout. Donc vraiment, soyez
bah ouais, venez comme vous êtes, quoi. Vous connaissez, je vais me faire, McDo va m'attaquer, je vais leur devoir plein d'argent. Mais voilà, mais vraiment, c'est l'idée. En réalité, aujourd'hui, dans le recrutement, en tout cas, dans le dev, ça marche comme ça. Et je n'avais pas de portfolio et pas de projet en ligne. Donc, je suis vraiment la mauvaise élève parce que je n'avais pas de portfolio. En fait, à mon époque, on dirait que c'était il y a 10 ans. Il y a 3 ans, le portfolio, c'était effectivement le truc que personne n'avait, ou beaucoup moins. Et donc, ça marchait très bien. Aujourd'hui, vous avez tous un portfolio. Ah, maintenant, il faut trouver un autre truc pour vous différencier. Donc, ça va être d'avoir un projet un peu abouti ou un peu poussé ou différent. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut que vous ayez en tête. Les bootcamps, il y en a des tonnes. Si on prend l'exemple de la Wild, je ne sais pas combien il y a d'écoles en France. Je pense que des dizaines. Si on imagine qu'il y a 20 personnes au moins qui sortent de promo dans chacun de ces écoles-là, 2 fois par an, vous démultipliez ça par le nombre d'écoles qui existent, vous imaginez le nombre de développeurs juniors qui sortent de formation, le marché ne pourra jamais absorber tout le monde, c'est techniquement impossible. Même s'il y a pénurie, ça ne peut pas. Donc, il y a un moment donné, il faut forcément que vous puissiez vous mettre en avant. Ça ne veut pas dire moi, je suis meilleur que l'autre. Ce n'est pas du tout le discours. Et ça, d'ailleurs, ça vous desservira si vous avez cette attitude. Mais c'est simplement dire moi, je suis différente parce que voilà, moi, j'ai fait des projets en plus ou moi, j'ai fait du design en plus, par exemple, où j'ai un portfolio qui claque, qui dénote de tout ce qu'on a vu et donc qui va attirer l'attention. Ou alors, je mets en avant une personnalité, ma personnalité, qui est forcément différente des autres. Et c'est là-dessus qu'il faut que vous jouiez. Aujourd'hui, votre force et votre humain, je répète, ce n'est pas vos compétences. Parce que vos compétences, tous vos collègues de formation, ils ont les mêmes que vous, principalement, sauf les génies. Vous savez, ceux qui sont les devs contrariés, qui auraient dû être devs depuis toujours et qui arrivent en formation, ils comprennent plus vite que vous. Ils sont énervants, ceux-là. Mais c'est pas grave, on les aime bien quand même. Ils peuvent nous aider. Mais voilà, quand nous, on est plus en difficulté, voilà, misez sur vous, misez sur votre capacité à apprendre, misez sur le fait que vous avez du potentiel. Et chez Germinal, c'est ce qui s'est passé. Chez Germinal, j'ai fait un test technique et on m'a dit, oui, tu as encore des choses à apprendre. Évidemment, ce n'était pas une surprise, mais par contre, j'ai détecté un potentiel chez toi. Alors, je ne sais pas comment on détecte les potentiels, ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais ils cherchent ça. Donc, c'est vraiment hyper important de noter que, voilà, on ne vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas de tout réussir, de répondre à toutes les questions techniques. Sinon, on s'adresserait à un senior pour ça. Et en fait, les tests techniques, quand on est junior, ils ont une seule vocation, c'est déterminer votre niveau pour savoir si on a les moyens de vous accompagner. Alors qu'un test technique pour senior, il cherche juste à savoir si on a les moyens de le payer, en fait. Donc, en fait, ce n'est pas le même sujet. Mais vous, en tant que junior, on veut juste savoir comment vous réagissez face à des choses que vous ne connaissez pas, comment vous faites quand vous ne savez pas, et qu'est-ce que vous savez aussi, c'est intéressant. Mais par exemple, moi, je n'ai jamais dit non, je ne sais pas. J'ai toujours dit non, je ne connais pas ou j'ai jamais fait. Par contre, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus vite fait? Est-ce que je vais me le noter pour plus tard? Et ça fait toute la différence dans un entretien technique quand vous avez un candidat qui vous dit non, ce truc-là, je ne connais pas et qui ne s'excuse pas de ne pas connaître. Du coup, ça donne un côté, ok, ça c'est quelqu'un qui est persévérant, qui a envie de progresser, etc. Donc moi, je vous invite surtout à ne pas rester sur de la négative et ne jamais dire non, je ne sais pas. Mais de pouvoir dire non, je ne sais pas. Et servez-vous du recruteur, de la personne technique que vous avez en face de vous. Moi, mes entretiens techniques, je crois que je leur posais autant de questions que l'inverse parce que je m'en servais et je me disais, ok, ça je ne connais pas, vas-y, tu peux m'en dire un peu plus en 2 mots. Quand est-ce qu'on utilise ça et pourquoi? Et est-ce que tu peux m'expliquer vite fait? Et je me prenais des notes parce que l'idée, c'est que ne pas avoir la réponse une fois, c'est ok. Si on doit vous reposer la question, pour moi, ce n'est pas ok de ne pas savoir. Vous avez eu l'opportunité d'avoir des questions qui vous seront utiles dans votre carrière, saisissez-en l'opportunité pour justement apprendre et développer vos connaissances pour ne pas vous faire avoir une deuxième fois. Ça, c'est vraiment important. Et est-ce qu'à un moment, entre le moment où tu as regardé la publicité de la Wild et le moment où tu es vraiment rentré dans le vif du sujet, tu t'es dit, mince, en fait, ça va être hyper dur pour moi, ça va être un peu hors de portée? Ou alors, est-ce que tu t'es jamais dit ça? Tu t'es dit, ok, de toute façon, je fonce, j'y vais, c'est un peu dur, il y a un peu d'algo derrière, mais ça va le faire? Alors, je ne me suis pas dit que j'y arriverais pas, parce qu'en fait, je suis plutôt quelqu'un qui pense que quand on travaille, on réussit. En fait, un jour ou l'autre, ça marche. Alors, ça ne marche pas toujours quand on le voulait, ça ne marche pas toujours de la manière dont on voulait, on ne récupère pas la récompense qu'on attendait.
mais on récupère quelque chose forcément de positif. Moi, dans mes expériences, Germinal, ils m'ont viré. J'aurais pu être hyper en colère, me dire « Ah, c'est trop des cons, cette expérience, elle était pourrie ». Non, je savais que j'aurais des regrets si j'y étais pas allée. Aujourd'hui, je suis hyper contente de ce que j'ai appris là-bas. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des super personnes et j'ai bossé sur un super projet top secret qui n'a pas existé. Donc ça, c'était cool aussi. Mais je n'ai pas de regrets parce que j'étais très contente d'y être et j'y suis allée en étant consciente de ce que je faisais. Bah, la Wild, c'était pareil. En fait, j'y suis allée, je ne savais pas où j'allais. Mais je me suis dit, moi, je veux changer de vie parce que le métier que je faisais me convenait plus du tout. Et donc, je vais travailler dur. Et même si ça va être dur, je vais travailler. Et donc, je sais que j'en retirerai forcément quelque chose. C'était obligé. Et puis, en fait, maintenant que j'y suis, je me rends compte que dans la tech, les devs, c'est un petit peu la pierre angulaire. C'est-à-dire que moi, on considère que si on rentre par la porte dev, on peut ensuite bifurquer vers plein d'autres métiers où notre connaissance en dev sera utile, même si on n'est pas hyper... on n'a pas 10 ans d'XP, quoi. Alors que l'inverse, c'est pas vrai. Typiquement, un chef de projet qui a été développeur sera hyper proche de ses devs, il parlera le même langage et ce sera hyper agréable pour nous. Par contre, un chef de projet qui devient dev, bon, bah, ok, c'est cool, mais tu vas devoir apprendre à suivre les règles maintenant. Donc, c'est différent et pareil pour l'UX, c'est la même chose. Un développeur qui devient UX, c'est hyper cool de bosser avec des UX qui ont fait du dev. Et un UX qui devient dev, ça a moins d'intérêt parce qu'on ne lui demande pas de faire du UX quand tu dev. Donc en réalité, je pense que vraiment le dev, ça reste une porte, même si on n'en fait pas 10 ans, qui peut vraiment être hyper intéressante et qui peut être très valorisante. Donc vraiment, moi, j'ai pas... Les doutes, ils sont venus en formation. Hein. Quand j'ai commencé React, quand on nous a fait faire un compteur en React, je me suis dit, mais maman, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi je fais ça? Vraiment, au bout d'un mois, et ça tombe bien parce qu'à la Wild, au bout d'un mois, vous avez un apéro avec les anciens. Donc, il y a un peu les survivants qui viennent vous dire « Hey, accrochez-vous, ça va aller !» Et en fait, heureusement, parce qu'en fait, vraiment, au bout d'un mois, on commence React et on se dit « Mais vraiment, c'était le passage de qu'est-ce que j'ai fait ?» Vraiment, je disais à mon chef, je dis « Vraiment, on a fait ça ?» On a mis 10 000 € là-dedans, vraiment. Et j'ai vraiment quitté mon taf pour ça. Vraiment, j'ai fait ça. Et en fait, bah voilà, comme tout, tu fais un pas après l'autre, tu avances. Et puis à chaque fois, c'est des victoires. Et les victoires sont de plus en plus belles. Et puis surtout, les victoires sont plus belles que les frustrations. Et je pense que tant que ça sera dans cet ordre-là, je continuerai à faire du dev. Le jour où je serai plus frustrée que contente, bon, j'arrêterai de faire du dev, je pense. C'est super optimiste, c'est cool. J'ai une question. Avant, alors vraiment, quand tu étais au tout début, tu sortais de la Wild, quand tu postulais tes premières offres, du coup plutôt de stage, est-ce que pendant que tu postulais, tu t'étais mis un peu une routine de travail pour continuer à t'améliorer, pour ne pas oublier ce que tu avais appris? Est-ce que tu avais réussi à trouver facilement une manière de faire qui fait que en fait, tu n'oublies pas ce que tu as appris? Alors en fait, je continuais les exercices. Ce que moi j'aimais bien avec la Wild, c'est qu'on avait comme d'autres écoles, je crois qu'Oclock fonctionne pareil. Enfin, on a accès à ce qu'on appelle des quêtes, donc des petits exercices. Et en fait, j'essaie de garder effectivement ce rythme de faire des exercices sur la plateforme. Le plus important, c'est que j'essaie de garder l'algo. Ça, c'est un truc, je suis tellement dépitée que toutes les écoles ne fassent pas faire de l'algo aux développeurs. Les 95 personnes qui sont présentes, dont moi et dont toi, Claire aussi, faites de l'algo, les gars. Tous les jours, toutes les semaines, trouvez-vous. C'est hyper important. On en fait tous les jours de l'algo. Quand la Wild nous faisait faire ça, je me rappellerai toute ma vie. On était là, mais pourquoi vous nous faites faire ça? Sérieux, les gars, ça sert à quoi de savoir trier des pommes et tout? Et puis un jour, je suis arrivée sur Elia, sur un projet, et j'ai fait « Ah, mais ça sert à ça, de faire des ifs, des maps, des filters et tout, d'accord !» Et en fait, j'étais quand même super contente d'avoir réussi à apprendre ça avant. Donc vraiment, ça va vous apprendre et la logique de programmation. Moi, ma vie, je la débug aujourd'hui. Quand j'ai un problème, je fais du debug. J'ai mon évier qui est cassé, je vais chercher des hypothèses, je vais les vérifier. Tiens, ça peut être ça ou c'est pas ça. Donc, c'est hyper important et ça, ouais, vous avez vraiment une logique. Et le site que vient de donner Dan Code FranciOI, il est ouf. Alors, vous pouvez le faire il y a plusieurs langages. Nous, la Wild nous l'a fait faire en Python. Mais c'est vraiment ce qui vous aide à vous structurer le cerveau et à vous apprendre la logique. Ça sera la même partout, ça sera surtout la sémantique qui va changer. Donc moi, je gardais surtout l'algo, ça c'était vraiment très important. Par contre, j'avais pas vraiment de projet à côté, ça c'est vraiment le truc que je vous recommande pas du tout. Et surtout, c'était faire de la veille. En fait, je savais pas trop comment faire de veille.
parce que du coup, il y a plein de sites qui existent. Hein. Là, sur mon Mac, hein, j'ai un onglet veille, je crois qu'il y a 50 liens à l'intérieur. Je ne disais pas les 50 par jour. Et puis, j'ai trouvé une extension Chrome de ouf qui s'appelle Daily Dev. Certains connaissent déjà sûrement. Et en fait, à chaque fois que vous ouvrez un onglet, ça vous donne des articles sur plein de sujets que vous aurez sélectionnés. Et ça vous permet de rester à jour, de vous intéresser à des sujets que vous n'auriez pas regardé en temps normal si vous n'aviez pas utilisé cette extension-là. Et vraiment, c'était très utile. Et puis LinkedIn, pour faire de la veille aussi, c'est hyper important. Et donc, j'avais vraiment à cœur de faire et de l'algo et de me tenir à jour et de continuer des petits exercices sur React. Un peu moins Node, mais plutôt sur React. Donc ça, c'était vraiment ma routine. Et ensuite, je faisais tous les jours mes recherches. Donc, j'avais un tableau Excel. Ça, j'ai gardé. Très important, tableau Excel, parce qu'en fait, comme vous allez aller sur plein de plateformes différentes, des fois, vous allez retrouver les mêmes annonces. Et des fois, on ne se rappelle plus sur quoi on a postulé. Et c'est hyper important. Enfin, moi, je trouvais ça un peu dommage de repostuler au même truc. Je trouvais que ça pouvait être pas une bonne chose. Donc, du coup, je notais à chaque fois où j'avais postulé, à quelle offre, quelle boîte, et si je relançais ou pas, si oui, à quelle date, sous quel format. Et donc, ça permettait un peu d'avoir un suivi. Mais voilà, ma routine s'arrêtait là, en gros. Est-ce que pour l'algo, tu avais des sites à recommander? Où est-ce que tu trouvais tes petits exos? CodeWars. CodeWars. FranciOI qui a été partagé dans le chat. Ouais, c'était principalement ça. Et aussi, un qui est pas mal, c'est Codecademy. J'aimais bien le Codecademy parce que tu as une partie un peu courte. Tu as la partie un peu théorique et à côté, tu as l'exercice que tu n'as pas dans CodeWars, par exemple. Et du coup, j'aimais bien un peu switcher entre les trois. Après, en effet, il y en a des tonnes d'autres. Hein. Il y en a peut-être dans le chat qui peuvent en donner encore d'autres. Mais ouais. D'accord. Et typiquement, des coding games, c'est des trucs que tu as fait? Oh là, my God. Les coding games, je les ai fait en test technique. Et je me suis dit aujourd'hui que je ne rentrerai plus jamais dans une boîte qui recrutait avec des coding games. Parce que j'ai déjà eu, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat tout à l'heure, j'ai reçu un mail un jour d'une boîte qui m'a dit, et même pas d'entretien RH, et qui m'a dit on attend 90% 90% de réussite en React en 20 minutes, sinon c'est pas suffisant pour nous. J'ai quand même tenté, mais je me suis dit que c'était pas du tout le genre de boîte avec lesquelles je voulais bosser. Et coding game, en fait, c'est très déstabilisant entre le chrono, les différents types d'exercices que tu as. Les QCM, c'est très théorique. Et évidemment, quand on a fait un bootcamp, je ne vais pas vous l'apprendre. La théorie, c'est clairement pas notre fort. Donc, clairement, ça nous laisse beaucoup moins de chances que d'autres. Et donc, je pense que quand on recrute sur du coding game, c'est peut-être pas nos profils à nous qu'on recherche. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle moi, je suis arrivée. Après, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien et à qui ça correspond peut-être plus. Mais je pense que nous, on est plus fait pour réaliser des projets. Ou pour faire des trucs à la mano. En fait, nous, on sait faire des choses, on nous a appris à manipuler des trucs. Par contre, qu'est-ce que c'est une props ou qu'est-ce que c'est un state ou pourquoi avec JavaScript on peut faire ci ou ça, on ne nous l'a pas encore appris. On va l'apprendre, mais sur le moment, c'est pas forcément des choses qu'on sait. Donc, quand tu sors de formation et que tu fais des coding games, en général, tu as envie de te jeter par la fenêtre et tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Donc j'aime pas du tout, j'avoue, je ne serais pas une bonne ambassadrice de coding game. D'accord. Et justement, tu vois, toute cette théorie, en fait, qui manque un petit peu au bootcamp, comment tu as fait pour l'apprendre derrière? Quelles ressources tu as utilisées et comment tu as mis ça un peu en place? Alors, j'ai utilisé beaucoup de ressources humaines. C'est-à-dire que je me suis beaucoup appuyée sur mes pairs, que ce soit dans mes expériences pro. C'est très dur de poser des questions et ça, je peux vous dire que c'est commun à tout le monde. Il y a même des seniors qui n'osent pas poser des questions ou qui sont gênés de demander, etc. Donc, c'est pas propre au profil junior de faire ça. Et en fait, c'est très dur de poser des questions, mais en fait, quand vous vous forcez au début avec les bonnes personnes et que vous voyez que les gens, ils ont envie de vous répondre, ils ont envie de vous aider, ça vous donne encore envie de poser plus de questions. Donc moi, je m'obligeais à poser des questions à César, chez Elia, dès que je ne savais pas ou je ne comprenais pas. Je m'obligeais. Des fois, je disais, je suis désolée, je vais t'embêter. Mais il me disait, non, mais surtout, n'hésite pas. Donc, me le dis pas 2 fois parce que je ne vais pas hésiter du tout. Et puis sinon, via LinkedIn aussi. Quand je faisais de la veille, je suivais des personnes. Ça m'arrivait de les contacter en privé. Je le fais encore aujourd'hui. Ils ne reçoivent pas tant de messages que ça, même s'ils sont un peu connus, et d'aller les voir en privé, d'essayer de discuter un peu avec eux sur un sujet qu'ils avaient pu partager, un post qu'ils avaient fait, et leur dire tiens, l'autre fois, tu as parlé de ci ou ça, est-ce que tu as des ressources à transmettre pour avancer plus? Et après, je faisais des formations sur Udemy.
Notamment, il y avait une super formation sur JavaScript, il faudrait que je retrouve le nom du gars. Mais sur Udemy, où il expliquait des trucs de base de JavaScript, le genre de vidéo où toutes les 5 minutes, tu fais « Waouh, non, c'est pas vrai, mais je savais pas, j'avais pas compris ». Et en fait, c'est assez ouf parce que tout s'éclaire. Et en fait, vous savez faire des trucs sans savoir pourquoi vous les faites. Et à ce moment-là, on vous dit pourquoi vous faites ça. Et ça prend encore plus de sens et c'est assez magique. Donc, Udemy, et puis encore une fois, des communautés de dev où tu as des gens qui posent des questions techniques et il y en a d'autres qui répondent. Et après, des fois, du mentorat. Quand j'accompagnais des juniors, des fois, je leur posais des questions sur tiens, t'as codé comme ça, pourquoi t'as fait ça comme ça? Et des fois, ils m'apprenaient des trucs en me disant on nous a dit que ça servait à ça, puis quand tu fais ci, ça fait ça. Et en fait, échanger, en fait, c'est vraiment la base, quel que soit le niveau. Là, personne ne code pareil que son collègue, c'est impossible. Donc, vous avez tous votre façon de faire, vous avez tous vos connaissances, et vous savez tous des trucs que les autres ne savent pas. C'est obligé. Donc, avec les autres, on apprend énormément. Ok, et tu as déjà donné pas mal de conseils. Est-ce que là, tu aurais une petite liste un petit peu des top conseils que tu peux donner à quelqu'un qui est en recherche d'emploi? Ouais, je vais vous partager vite fait mon écran pour vous montrer. Vous pourrez, entre guillemets, noter un petit peu. Je m'étais fait une petite, on va dire une petite doc. Vous pourrez voir, je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Tu peux me dire si c'est bon, si on voit bien. Yes, alors mais je te vois toujours et puis à côté, je vois ton écran, mais c'est sur un autre. Carrément, ça a fait ça? Ouais. Je sais pas, je sais pas moi. Pourquoi Google Meet fait ça. Est-ce que quelqu'un d'autre Moi, je te vois bien. Alison, moi, je vois bien ton écran et puis je vois aussi quelques autres personnes qui participent à ta. Ok. Ah non, c'est bon, c'est parce que je t'avais épinglé. Ouais, il me semblait bien. Épingler ma tête. Voilà. Non, mais du coup, si qu'on veut la même chose, épingler plutôt l'écran. Du coup, ça sera plus intéressant. C'est bon. Je vous ai noté en fait les 6 grands points ou 6 grands conseils que moi je donne souvent et qui sont pour moi un peu par ordre chronologique, de comment ils arrivent. Le premier, c'est ce que j'appelle l'état d'esprit. Soyez maître de votre carrière. C'est un peu une phrase bateau, mais c'est vrai. N'oubliez pas que vous êtes en recherche, mais que c'est pour trouver la bonne entreprise. Vous n'êtes pas là pour plaire aux autres, c'est pas votre travail, et vous n'êtes pas là pour plaire aux recruteurs. Surtout, vous voulez trouver l'endroit qui va répondre à vos besoins. Le deuxième, on en a parlé, c'est définir les objectifs et les prioriser, parce qu'encore une fois, ça va dépendre de vos priorités et ça va vous déterminer aussi quelle entreprise vous allez vouloir et surtout laquelle choisir quand vous en avez plusieurs. Ça nous amène du coup au CV. Le CV, on pourra en parler des heures. Un truc très important, vous aurez autant d'avis sur votre CV que de gens qui le lisent. Ce qui est le plus important, c'est que ce CV doit vous ressembler, vous devez être en accord avec chacune des lignes. Donc si quelqu'un vous dit « mets des étoiles à côté de tes compétences », surtout vous dites non. Vous faites ce que vous voulez, moi je suis team ultra non pour ça, mais si vraiment vous êtes en accord avec ça, faites-le. En fait, ce qui compte, c'est que vous soyez en accord avec tout ce qu'il y a dans votre CV, et surtout pour la liste de vos compétences, c'est une techno, un projet. À la Wild, on fait du Python en algo. J'ai pas mis Python sur mon CV parce que j'ai fait aucun projet en Python, donc ça n'aurait aucun sens de dire que je sais faire du Python. Ensuite, ça nous amène à LinkedIn. C'est pour moi un indispensable avec le CV. Il faut une bannière, un titre et une photo au minimum. Le titre, évidemment, pour moi, on évite le développeur web d'application, développeur web et web mobile, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Soyez précis, faites des choix. Je veux être front-end, je veux être back-end, je veux être full stack, je veux faire du React, du Node, du Java, peu importe, mais précisez pour que vous puissiez ressortir plus facilement dans les recherches. Les projets, mettez-les en avant sur le CV, sur LinkedIn, dans la section expérience pro. Sur vos CV, sur vos LinkedIn, il faut qu'il y ait vos projets de formation et vos projets perso. Parce que c'est une expérience pro, en réalité, c'est hyper important. Et puis ensuite, on a les 2 derniers points qui sont ce que je conseillerais pour les entretiens. Évidemment, être soi-même, je le dis depuis tout à l'heure, c'est hyper important. Posez des questions, mais posez pas des questions parce qu'on a dit que si on ne posait pas de questions, c'est qu'on n'avait pas l'air intéressé. Mais posez des questions parce que si on reprend les points du début, vous avez des objectifs. Si vous cherchez à être accompagné, faut que vous sachiez si vous allez être accompagné. Parce que si vous dites juste oui, est-ce qu'il y aura de l'accompagnement? Évidemment, tout le monde va vous dire oui, mais allez plus loin. Ok, et concrètement, comment sera l'accompagnement? Est-ce que vous faites du pair programming, du pair review? Combien il y a de personnes dans les équipes? Est-ce qu'il y a un tuteur dédié? Enfin, ces choses qui vont vous permettre de jauger si, ok, ça correspond à ce que je cherche ou pas. Et dans l'entretien technique, on en a parlé tout à l'heure, c'est poser encore des questions.
vérifier encore que ça concorde. C'est la même chose que pour l'entretien, on va dire, RH. La seule différence, c'est que moi, il y a une chose très importante. Vous n'êtes pas développeur junior, d'accord? Vous êtes développeur, point. Vous avez un niveau junior, mais ça ne vous définit pas et vous ne resterez pas junior toute votre vie. Quoique, en fait, vous serez toujours le junior de quelqu'un. Donc, en fait, en réalité, même un senior, il est junior par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, surtout, ne vous excusez pas de ne pas savoir, ne vous excusez pas de ne pas avoir d'expérience. C'est pas à vous d'inventer des choses que vous savez pas. C'est aux entreprises de s'adapter. Surtout, c'est surtout à vous de trouver la bonne, en fait, en réalité. C'est comme trouver l'homme ou la femme de sa vie. Ça se trouve pas au coin de la rue. Souvent, on en a essayé plusieurs avant de trouver le bon ou la bonne, sauf certains qui tombent dessus tout de suite. Mais en réalité, ils font un temps de recherche. Donc, soyez patients, persévérez. Vous avez le droit de déprimer et d'être au bout de votre vie. Mais jusqu'à dimanche. Après, à lundi, on recommence et on se remet sur le marché, on se lance. Voilà les grands conseils que j'aurais donnés très rapidement. Merci beaucoup, Alison. Avant de faire une petite session de questions-réponses, j'avais une question parce qu'on parle beaucoup de sécurité psychologique, tu vois, au sein des équipes. C'est pouvoir simplement poser tes questions et te sentir à l'aise de les poser. Est-ce que toi, dans les entreprises dans lesquelles tu as été, tu as retrouvé cette sécurité psychologique? Alors, j'ai l'impression que toi, tu n'as pas tellement de difficultés à poser des questions, mais est-ce que tu vas en face de toi, tu avais des gens qui étaient vraiment à même de pouvoir, qui étaient contents de pouvoir t'aider? Oui, j'ai eu je ne sais pas si c'est cette chance, mais c'est aussi dans mes recherches. Hein. Moi, j'ai toujours, à part Idsoft, j'avoue, que j'ai un peu pris, qui était la première qui est arrivée et que j'ai pris, parce que j'avais besoin de prendre ça. Mais du coup, j'avais personne à qui poser mes questions. Et donc ça, c'était très frustrant et très difficile. Et c'est ce qui m'a convertie dans le fait de poser des questions. En fait, c'est grâce à cette expérience où je me suis vue tellement en difficulté que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'autre choix. Il faut poser des questions. En fait, c'est obligé. Donc, effectivement, après, à la suite de ça, dans mes recherches, je cherchais une équipe. Et donc, c'est quelque chose que j'exprime en entretien en disant, moi, je recherche une équipe, je veux de l'échange, je veux qu'on communique, je veux qu'on co-construise et qu'on grandisse tous ensemble. Donc, ça faisait partie des choses que j'exprimais en entretien. C'était inimaginable pour moi d'avoir un job. Je serais partie, en fait. Je ne serais pas restée si j'avais eu des choses comme ça. Par contre, je connais dans la communauté où je suis ou dans les juniors que je mentor, des gens qui sont dans des situations où ils ont des gens qui souffrent, qui râlent parce qu'ils n'ont pas la patience de répondre aux questions. Pour moi, c'est des choses qui sont rédhibitoires. Et c'est pour ça que les communautés, j'insiste vraiment là-dessus, moi, ça m'a sauvé la vie. Hein. Donc, il faut les trouver ailleurs. Il faut pouvoir poser les questions ailleurs. Si vous ne pouvez pas les poser dans vos entreprises, cherchez à les poser ailleurs. C'est possible de le faire ailleurs, vraiment. Faut chercher un peu, mais ça existe. Ouais, ça me fait rebondir. Moi, je pense que quand on est en recherche d'emploi, en tout cas, il faut aussi, alors même si en position de junior, on n'est pas forcément en position de force, il faut aussi pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle on va. C'est hyper important. Alors toi, j'ai bien compris ta première expérience. Bon, tu étais un petit peu pressée, il fallait que tu trouves quelque chose. Mais si on peut essayer de poser des questions sur l'équipe qu'on va intégrer, sur comment ça se passe, je pense que c'est hyper important quand on est dev junior de pouvoir choisir l'entreprise qu'on va intégrer et surtout de savoir s'ils sont bien outillés pour accueillir un junior. Si en fait tout va ultra vite et que tu n'es pas accompagné, je pense qu'en fait c'est ça. C'est pour ça que en fait, c'est là où ça rejoint la définition des objectifs. Si vraiment l'objectif, c'est d'être encadré ou d'être bien payé ou d'être je ne sais pas quoi, il faut poser les questions qui vont dans ce sens-là pour s'assurer que notre objectif va être comblé. Évidemment, on peut toujours se faire avoir et on peut toujours, une fois sur place, se rendre compte qu'on nous a un peu bullshité, etc. Entre guillemets, ça fait partie du risque, mais si du départ, vous avez bien posé toutes vos questions, le problème, c'est qu'au début, on n'a pas de questions. Moi, j'en avais pas au début parce qu'en fait, je ne peux pas poser des questions sur quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai jamais, chez Ilia, par exemple, je n'avais pas de manque, donc je n'ai pas su quoi demander à mon premier entretien. Par contre, je peux vous dire qu'à chaque fois que je change d'entreprise, j'ai toujours des questions qui se rajoutent parce que j'ai les mauvaises expériences ou les trucs que je n'ai pas aimés et je me dis, je veux m'assurer que ça n'y est pas. Ou alors, j'ai d'autres objectifs et donc je veux m'assurer que ces objectifs-là vont être remplis. Donc, vraiment, si vous ne savez pas quoi demander parce que c'est votre première expérience, posez des questions en lien avec votre objectif. Vous voulez de l'accompagnement, et assurez-vous, comme tu disais, qu'ils ont les moyens de vous accompagner vraiment et pas juste parce qu'ils veulent du dev pas cher et que ça va être cool. Mais non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de devs aussi qui sont en souffrance dans leurs expériences parce que ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas fait
le bon choix entre guillemets ou qu'ils se sont trompés et donc du coup, bah, ils sont dans une entreprise qui ne leur correspond pas du tout. Et moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, la souffrance au travail, personne ne devrait avoir à la subir. Si vous souffrez, cherchez autre chose parce que vraiment, c'est pas possible d'accepter ça. Ben, surtout, je pense que quand on est vraiment junior, tu parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Oui. Je pense qu'on le ressent un petit peu parce que c'est un peu, enfin voilà, tu fake it until you become it, tu vois, tu fais un peu semblant au début de savoir des choses, bon, bah, tu les sais pas et il faut quand même. Faut pas trop faire semblant par contre. Parce que Non, ça, par ouais, contre, sur ça le bon dessert coup. beaucoup. Ça dessert si on se rend compte que tu as fait semblant. Typiquement, les compétences sur le CV, si tu mets une techno que tu sais pas et qu'en entretien, je te pose une question dessus et que tu bégayes, ah bah je vais me dire qu'est-ce qu'il y a d'autre de faux dans le CV, toi tu perds tes moyens et c'est râpé. Donc en réalité, autant ne pas se tirer de balle dans le pied. Après, encore une fois, on a le droit de pas savoir et de dire que c'est un truc sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais il ne faut pas rester là-dessus à mon sens. Il faut vraiment rebondir et dire bah, ce truc-là, j'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais par contre, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. J'ai prévu de faire un projet dessus la semaine prochaine ou je suis en train de voir pour essayer de monter une équipe pour travailler sur ce sujet. Enfin, trouver des parades un petit peu, même si c'est pas tout à fait vrai, pour pas rester sur un négatif, en mode non, je sais pas, non, j'ai pas vu, non, je connais pas, mais vraiment essayer de rebondir pour tirer l'intérêt à vous en disant ok, je sais pas, mais en fait, je vais apprendre parce que c'est ça qu'on va vous demander en tant que dev, toute votre carrière, on va vous demander d'apprendre des trucs que vous connaissez pas. Et donc, savoir dire je sais pas, mais je vais apprendre, bah, c'est hyper positif dans un entretien, vous imaginez même pas. Ok, merci Alison. Je pense qu'on peut entamer, alors il reste 5 minutes, mais si vous avez des questions à poser à Alison, c'est le moment. Parlez pas tous en même temps, par contre, parce que du coup, on s'entend plus trop. Donc, si vous pouviez, chacun son tour, vraiment, c'est important. Comment tu... Ouais, salut tout le monde. Salut. Comment tu t'y prends? Moi, j'ai pu voir... D'ailleurs, d'abord, merci pour ta présentation, très enrichissante. Avec plaisir. Et je voulais savoir un petit peu comment tu appréhendes les annonces avec 5, 10, 15 technos. Moi, j'ai fait un entretien et la personne me dit bah ouais, mais faut maîtriser ça, ça, ça. Je lui dis attends, écoute, t'as oublié le COBOL, t'as oublié l'assembleur, t'as oublié Perl, t'as oublié machin. Je fais, à un moment donné, ton annonce, elle n'est pas à jour, quoi. Donc, tu veux vraiment, en fait, tu cherches un senior payer le prix d'un junior moins. Du coup, t'as ta réponse. Soit tu n'as pas bien clarifié ta demande, et auquel cas, tu ne pourras pas trouver. Mais moi, je peux t'aider éventuellement à trouver parce que éventuellement, je pourrais peut-être répondre à ton besoin. Mais là, clairement, il y a un problème de définition, quoi. En fait, tu as donné la réponse dans ta description. Tu as dit soit tu cherches un senior que tu payes moins. En fait, c'est le genre d'annonce red flag, hasta la vista, bye bye, hein, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, tu vas pas inventer des compétences que tu n'as pas. Et si le gars, il demande une liste comme ça à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est de l'hypocrisie. Il n'est pas clair dans sa recherche et puis il reviendra te chercher dans quelques mois quand il galérera à trouver quelqu'un qui acceptera, avec des compétences pareilles, d'être payé ce prix-là. Et il te rappellera. Et souvent, les entreprises, il faut savoir qu'elles cherchent on va dire un idéal et puis elles ne trouvent pas. Donc, elles redescendent leurs objectifs. C'est triste, hein, mais c'est aussi comme ça qu'on a des opportunités, nous. C'est qu'en fait, ils ne trouvent pas les personnes qu'ils veulent. Et finalement, ils vont se dire, en fait, lui, c'est peut-être c'est mieux que rien du tout. Et en plus, il a l'air sympa. Et en plus, et en plus, je vais investir sur lui. Et donc, ça va le faire. Mais effectivement, au départ, moi, c'est le genre de boîte, je dis suivant. Hein. Je ne m'arrête même pas à ce genre de truc. Je persiste pas parce qu'en fait, c'est pas clair comme tu le dis. Même toi, tu perçois l'incohérence. Donc, à partir du moment où ils sont incohérents, moi, je veux pas travailler avec des gens incohérents. Ça sent pas bon pour la suite, en fait. Après, il y a beaucoup de personnes qui se lancent peut-être dans la tech sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, c'est possible. Après, en vrai, toi, tu peux toujours... On n'a pas besoin de maîtriser 10 langages, quoi. Non, et puis toi, tu peux toujours à ton niveau quand même postuler. Dans tous les cas, ça t'empêche pas. Et puis le gars, il te sort sa liste. Oui, moi, vous avez mon CV, vous savez ce que je sais faire. Maintenant, tu fais avec ou tu fais sans. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas que ça marche à chaque fois, c'est que ça marche une fois. Et la fois où toi, ça te plaît et où tu plais à l'entreprise.
Donc en fait, il faut une fois. Et c'est pour ça que c'est super dur à trouver, parce qu'il en faut qu'un. Mais du coup, parce que quand on regarde les annonces, c'est beaucoup. Mec, tu as besoin de maîtriser 5-6 technos. Alors, il n'y a pas forcément besoin de senior. maîtrise. Souvent, c'est un peu un excès de langage qu'ils emploient dans les annonces, c'est qu'ils ne cherchent pas vraiment la maîtrise de tout ça. Parce que déjà, sur chaque entreprise, tu vas bosser sur des technos différentes. Et ça sera assez rare que tu trouves exactement les mêmes technos que sur une autre entreprise. Donc déjà, la proportion de trouver quelqu'un qui maîtrise tout ça, elle est elle est peu probable. Et en plus, dans tous les cas, tu ne peux pas exiger ça. Donc en fait, notre propre de notre métier, c'est d'apprendre. Et donc ça fait partie du jeu qu'ils vont devoir t'apprendre des trucs, c'est obligé. Donc moi, en général, je postule typiquement s'il y a du React et du Node. Et après, s'il y a plein de trucs autour, bah, j'y vais quand même parce que la techno principale, c'est JavaScript, React et Node, j'y vais. Si après, il y a 10 lignes en plus, eh ben, c'est eux qui verront s'ils ont envie de m'apprendre les 10 lignes que je ne connais pas ou s'ils n'auront pas envie de m'apprendre. Et s'ils n'ont pas envie de m'apprendre, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre qui m'apprendra. Donc vraiment, c'est le genre de truc, vous ne focalisez pas sur ça. Justement, ça me fait poser une question parce que nous, dans le réseau Modulo, pendant l'inscription, on demande sur quoi les développeurs aimeraient bien se former. Et parfois, il y a certains développeurs qui, je pense, ont envie un peu de s'éparpiller. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu conseilles plutôt de maîtriser bien une techno en particulier ou bien alors de toucher un petit peu à tout? Non, moi j'ai fait le choix de me spécialiser. J'ai fait à la Wild React et Node et depuis 3 ans, je fais que React et Node. C'est un choix volontaire. Il y a une entreprise qui, dans tous mes entretiens, m'a fait remarquer que du coup, on pourrait croire que je suis pas très. Il y en a qu'une sur, je sais pas, des centaines que j'ai rencontrées que ça a pu gêner. Et toutes les autres, je leur explique ma stratégie. C'était de me dire, je suis pas ingénieur, j'ai pas fait 5 ans d'études, donc je sais que je pars avec entre guillemets un handicap. Et donc, pour pouvoir être viable sur le marché, je me dis que aujourd'hui, je peux prétendre à 3 ans d'expérience sur React et sur Node. Si j'avais démultiplié mes compétences, j'en aurais plein, mais j'aurais pas beaucoup d'expérience sur plein de choses. Là, j'ai un peu d'expérience sur pas beaucoup de choses, et donc ça me rend un peu plus experte et ça me rend un peu plus intéressante parce que du coup, j'ai une vraie expertise que d'autres n'auraient pas si c'était éparpillé. Donc moi, ma stratégie, c'est de ne pas s'éparpiller. Maintenant, je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui vont aimer à toucher un tout. Je connais certains qui sont sortis de formation, qui faisaient du PHP, qui sont arrivés en entreprise, qui maintenant font du Vue et du JS, enfin rien à voir. Donc il y en a pour qui comment dire, c'est plus naturel. Et je pense qu'il ne faut pas se brider non plus. Mais attention, parce que ça peut jouer contre vous. On peut se dire, en fait, tu fais plein de trucs, mais tu ne sais rien faire, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Et PHP, pour toi, c'est vraiment un langage qu'il faut maîtriser? Parce que c'est vraiment le langage qu'on croise le plus. Hein, en fait, ça dépend, parce que moi, typiquement, qui fais du JavaScript et du React Node, je vois que du React et du Node. Donc, en fait, tu vois, la vision de chacun, elle dépend aussi de son scope à lui. Moi, je suis hyper approchée pour du Node, c'est un truc de ouf. Un peu moins pour React, mais il y a énormément d'offres aussi en React. Donc, en fait, en réalité, tu as PHP, JavaScript. Pour moi, c'est vraiment les deux, on va dire, monstres, qu'avec ça, tu trouveras des choses. Aujourd'hui, celui qui a beaucoup le vent en poupe, c'est beaucoup React, qui est très à la mode avec son petit frère Node, clairement. Donc, vraiment, si vous avez en plus la compétence full stack, c'est quand même hyper intéressant, même pour quelqu'un qui fait que du front, de savoir ce qui se passe derrière, c'est hyper positif et c'est utile. Et si en plus tu fais du back, bon bah évidemment tu comprends bien que dans une équipe, je peux t'embaucher toi qui fais les deux plutôt que 2 devs qui font et du front, un du back. Donc c'est aussi intéressant pour les boîtes, ça coûte moins cher en vrai d'avoir du full stack, c'est une réalité. Donc typiquement dans les startups, tu trouveras beaucoup du full stack. Hein. Et puis après elle se structure et souvent elle split un peu. Mais voilà, donc PHP oui c'est quelque chose que tu peux apprendre. Après il reste effectivement extrêmement populaire. Certains disaient ouais PHP est en train de mourir. Je crois qu'il ne va pas mourir de suite. Donc, effectivement, JavaScript, PHP, c'est vraiment des sujets. Mais il y a ta Java aussi qui marche très bien. Mais voilà. Ouais, Thibaut, si tu as une question, tu peux la poser. Oui, en fait, bon, merci encore pour le partage d'expérience. C'est super utile. Bon, je viens de sortir de la Wild il y a mi-février. Donc là, je suis en pleine recherche de stage. J'étais là, j'étais en back-end sur Symfony.
Au niveau des projets, est-ce que parce que là, je pense qu'il va falloir que je fasse des projets un peu perso là, j'ai commencé à regarder Node parce que j'ai une entreprise qui demande un test technique sur Node, donc je vais quand même le tester, l'essayer pour au moins avoir une techno en plus. Est-ce que pour les projets, est-ce que tu encourages à essayer de soit suivre des tutos, des trucs pour où est-ce que tu encourages à faire de prendre le projet tout vide et essayer de le faire tout seul? De le faire tout seul 1000 fois. Il y a même un témoin, je ne sais pas si encore là, Jérémy, qui pourra témoigner que je mentore et que je crie dessus parce qu'il va avoir des tutos. Non, en fait, les tutos, c'est un faux ami parce qu'il vous fait croire que vous apprenez, que vous savez faire des trucs. Mais en fait, malheureusement, sur le moment, ça vous paraît évident. Et puis, en fait, quand vous fermez et que vous devez refaire, on est incapable de refaire. Et c'est terrible parce qu'en fait, on n'imprime pas. Et en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment de le faire vous-même. Ok, c'est dur. Et en plus, travailler seul, c'est terrible. Il faut vraiment que vous ayez en tête que faire des projets perso tout seul, c'est une tannée. C'est pour ça que ce que propose Claire avec Modulo, le fait de dire on fait un projet perso, machin, on vous suit, on vous machin, c'est hyper important parce que seul, c'est très dur. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est fais un projet. Cherchez pas le nouveau projet à la mode. Si vous avez une idée révolutionnaire, franchement, allez-y. Sinon, moi, pour apprendre React Native, par exemple, j'ai voulu faire une application de recettes. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas les sites de recettes. En fait, quand tu veux voir les ingrédients, ils sont en haut et le reste, c'est en bas. Ça me saoulait de scroller. Je me suis dit, vas-y, je vais faire mon appli. Et en même temps, je vais apprendre React Native. Donc, en fait, trouve une idée. Pas forcément un truc révolutionnaire. Ça peut être un truc sur un sujet que tu aimes. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec la technologie que tu apprends et fais ce que tu as à faire. Mais effectivement, les tutos, c'est pas ce que je conseillerais, honnêtement. Même si ça peut aider, mais ça aide vraiment à un instant T, mais ça t'apprend pas, en fait. D'accord. J'ai aussi entendu parler sur un autre youtubeur qui disait la même chose que toi. Il faut faire les projets tout seul. Mais c'est très dur. Je comprends et j'ai vécu se lancer dans le vide comme ça. On se dit, mais je commence par où? J'écris quoi? Mais en fait, c'est là où vous apprenez parce que vous mobilisez vos connaissances d'une certaine manière qui font que soit vous allez corriger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller chercher. Attention, Google, il sera toujours votre ami, c'est sûr. Par contre, le tuto, pas trop. Mais Google, où vous pouvez poser vos questions, et je répète encore, les communautés où vous pouvez rencontrer des développeurs confirmés seniors, où vous pouvez poser vos questions dans des channels publics où les gens s'entraident et communiquent, c'est vraiment l'idéal parce que vous vous obligez à formuler la question et donc à réfléchir à quel est votre problème. Et déjà, là, vous apprenez plein de trucs. Et nous, c'est ce qu'on fait justement chez Modulo. Tu vois, là, on a fait une trame de projet perso. En fait, c'est découpé en petites features. Là, on fait un truc qui s'appelle Stack Overflow. C'est un petit Stack Overflow où tu vois, on va faire une partie en Node et une partie en React. Et tout ça, c'est découpé. Et en fait, moi-même, je l'ai fait. Ça ne te prend pas beaucoup de temps. Et après, tu sais que tu es corrigé derrière. Donc, en fait, ça met en application ce que tu as pu réviser. Et moi, je trouve que c'est un système… Parce que moi aussi, je ne savais pas comment faire un projet perso. Je n'avais pas d'idée. Et là, en fait, voilà, on propose quelque chose qui est encadré. C'est un petit projet. Ce n'est pas un truc où on part dans tous les sens. Mais en même temps, ça te permet d'appliquer ce que tu as appris, quoi. Oui, puis du coup, c'est ce que dit Amy dans les commentaires. Elle dit sinon tout le monde fait le même tuto. Et du coup, vous avez tous le même code. Ça n'a aucun intérêt. Moi, si je veux voir ton code, en fait, dis-moi ton code, je te dirai qui tu es. En fait, tu peux presque reconnaître une personne au code qu'elle écrit. Vraiment, je vous jure, c'est vrai. Avec le temps, vous arrivez à deviner presque qui l'a écrit parce qu'il y a des choses qui sont assez propres à chacun. Et si tout le monde fait le même tuto, vous avez le même code et ça n'a aucun intérêt parce que nous, quand on recrute, on se dit OK, et donc comment je choisis? Et là, ça devient la cata. Marie, tu as une question? Bonjour, merci beaucoup en tout cas pour ta présentation qui est super. Je voulais poser une question par rapport au JS et pour commencer React. Est-ce qu'il faut bien gérer le JS natif, le DOM avant de commencer React ou est-ce qu'on peut se lancer déjà avec des bases? Eh bien, en fait, je pense que tu as déjà la réponse au vu de la formulation de ta question. Et effectivement, c'est quand même mieux d'être plus à l'aise avec JavaScript parce qu'en fait, il faut imaginer que quand tu fais du React, ta JavaScript est en train de mettre une couche par-dessus. Si moi, j'essaye de peindre un mur qui est bancal, à un moment donné, mon mur, il va se péter la gueule ou alors ça ne va pas rendre bien, ça ne va pas bien se passer. Donc, en réalité, il vaut mieux que j'ai un mur bien fait, des bonnes bases et ensuite, je vais venir rajouter ma peinture par-dessus. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de ouf non plus.
Mais il faut je pense que c'est intéressant d'avoir quand même une certaine base et d'être quand même assez à l'aise avec JavaScript parce que tu as des notions qui sont liées à JavaScript et pas à React en fait. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, mais je sais pas faire ça en React, je sais le faire en JavaScript ». Bah non, en fait, c'est la même chose et il n'y a même pas cette conscience-là. Donc, c'est vraiment hyper important pour moi que tu sois déjà un peu à l'aise avec JavaScript. Et React, en fait, ça va t'aider et ça va te faire gagner beaucoup de temps parce que tu vas te dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de faire ça en React, il le fait pour moi. » Et ça va être encore plus enrichissant pour toi de le faire. Ouais, ok. Merci. Il y a d'autres questions? Vas-y. Ouais. Moi, j'ai une sorte de syndrome de l'imposteur du mec qui travaille au copier-coller, quoi. J'ai jamais autant utilisé le pomme C, pomme V. C'est-à-dire que j'ai du mal à concevoir qu'un développeur soit une personne qui prenne des bouts de code un peu à droite à gauche de ce qu'il a déjà fait par le passé, qui l'utilise sur son projet et qui l'adapte à son projet de façon à ce que ça tourne. Parce que c'est vrai que d'une page blanche, moi, si j'arrive dans Node sur serveur.js, retaper tout le fichier, etc., comme ça, de tête, je ne vais peut-être pas savoir. Même c'est sûr, je ne saurais pas. Donc, est-ce que... hein? Moi non plus. D'accord. Donc, ça me rassure. Non, il y a des fichiers comme ça, comme les fichiers de config, effectivement, que React te crée ou que Node te crée. Évidemment, très honnêtement, j'ai déjà lu et donc je sais à quoi ça sert les lignes, mais les retenir de tête, non, en plus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt vu que ça le fait tout seul. Par contre, quand on copie du code au quotidien, c'est souvent un morceau parce que, je sais pas, je suis en train de faire un algo un peu complexe, j'arrive pas à faire un truc et donc je vais trouver sur Stack Overflow la réponse à mon problème ou je vais trouver un petit morceau d'algo. Mais en réalité, tu n'es jamais censé reprendre un bout de code en entier puisque chaque projet est unique. Le nommage ne devrait pas être le même, la structure ne devrait pas être la même. Et donc, si tu fais des copier-coller de tes projets, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien ou que tu n'as pas bien fait parce que tu n'es pas censé avoir des copier-coller. Et en plus, moi, je ne l'encourage pas parce qu'il y a des trucs où fais-le de tête parce que aussi, tu vas apprendre en le réécrivant. Ça va t'obliger à te rappeler. Moi, avant, je copiais-collais pour faire des maps. Et le jour où j'ai arrêté de faire ça et à me poser vraiment la question de comment on écrit un map ou un if ou un filter, etc., ça m'a obligé à me raconter une espèce d'histoire qui a fait que je me suis rappelée. Et aujourd'hui, je les écris sans même me poser la question. Et en fait, en réalité, tu verras qu'après, tu coderas plus vite, ça ira plus vite de coder que de copier-coller. Parce que tu auras tellement l'habitude, etc., qu'il y a des trucs que tu vas refaire 500 fois et au final, ils deviendront naturels. Donc, moi, c'est OK pour copier des petites lignes de code à la seule et unique condition que tu aies compris ce que tu as copié-collé et que la prochaine fois, tu sois peut-être capable, bon, évidemment, sauf les regex, on est bien d'accord, les grosses regex de ouf, je ne vous demande pas de vous en rappeler par cœur, ça, j'accepte le copier-coller sur les regex, mais c'est tout. Après, pour les autres, il faut vraiment comprendre pourquoi on le copie-colle, éventuellement arriver à pouvoir le refaire sans copier-coller, et c'est tout. Mais pas des gros pavés, non. Ça, pour moi, ça ne doit pas se copier-coller. Non, enfin, je veux dire, d'un projet à l'autre, hein, évidemment. Donc, à l'intérieur de ton projet, bien sûr, tu peux copier-coller des trucs parce que de base, tu as la même structure et tu vas venir changer des trucs à l'intérieur. On est d'accord. Mais d'un projet à un autre, c'est assez rare qu'on ait besoin de faire ça. De mon expérience, en tout cas. Non, mais par exemple, si j'ai un composant qui est un peu touchy, où je me dis, tiens, celui-là, je l'aime bien, il se prête très bien à ce projet-là, pourquoi pas le faire, mais avec les codes couleurs de la boîte, avec les codes, etc. de la boîte. Oui, bien sûr, tu le retravailles, tu peux effectivement le récupérer et le reformater. Effectivement, ça, c'est acceptable. Si au départ, celui-là, tu ne l'as pas déjà copié-collé. Voilà. Merci. Bon, il est 19h12, on va peut-être libérer Alison qui a déjà eu l'immense gentillesse de participer à ce premier atelier. C'était super chouette, hyper vrai. Merci beaucoup Alison pour tout ce que tu as pu nous apporter. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas inscrits au réseau Modulo, je vous avais mis le lien dans le chat. Il suffit d'aller sur le site modulo-tech.com. Attention, parce qu'il y a d'autres Modulo Tech qui existent. Donc, nous, c'est bien modulo-tech.com et vous pouvez vous inscrire facilement au réseau. Voilà, Alison, je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voulais. Moi, ça me fait juste rire quand tu dis -tech parce que ça me fait penser à la pub clarkglass.fr. Mettez bien le .fr, sinon vous ne tombez pas chez nous, effectivement. Mais du coup, ça me fait penser à ça. Non, c'était vraiment hyper cool d'échanger avec vous. J'aurais pas cru qu'il y aurait autant de monde. Je suis hyper étonnée.
Je lis vos messages, hein, je ne m'arrête pas dessus, mais merci beaucoup pour l'écoute. Je suis joignable sur LinkedIn. Si vous voyez mon prénom, il est écrit de façon tellement particulière qu'avec mon prénom, vous le trouvez tout de suite sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter, on pourra rééchanger en direct si vous voulez. Voilà, c'est tout en fait. Et du coup, merci beaucoup à vous pour vos retours et votre écoute. J'espère que vous allez tous vite trouver une entreprise qui va vous correspondre. Et si besoin, encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir sur LinkedIn. Je serais ravie de pouvoir vous aider. Merci beaucoup, Alison, pour ton discours vraiment super motivant. C'est vraiment hyper frais, hyper enrichissant et ça fait vraiment plaisir à entendre. Bon, cool, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.